Nouvelle vague d'inflation à venir, hausse du dollar, hausse des taux, hausse du pétrole, beaucoup de signaux négatifs d'un point de vue macroéconomique avec la contraction des PMI. Franchement, les informations ne sont pas vraiment bonnes sur les marchés financiers. Ce matin, on va donc reparler de nouveau de macroéconomie parce que c'est super important dans la situation actuelle. Bien évidemment, on va refaire aussi un point sur le marché crypto avec pas mal de choses à voir et notamment encore une fois du côté des altcoins. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle matinale trading les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de démarrer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, à apporter des précisions si vous en avez. Et bien évidemment, je vous attends dans le serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, dernière petite information et après vraiment on rentre dans le vif du sujet. Je vous le rappelle, il y a un concours sur Instagram en ce moment avec des petits lots très sympas à gagner pour la rentrée. Donc n'hésitez pas à aller participer. Vous avez là aussi le lien dans la description. Allez, c'est parti. On commence avec comme d'habitude un premier point sur le marché crypto légèrement, je dis bien légèrement dans le vert ce matin avec un Bitcoin toujours bloqué entre les 25 500 et les 26 000 dollars. Ethereum qui se maintient gentiment au-dessus des 1600 dollars et toujours cette hétérogénéité significative qu'on a sur le marché des altcoins. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 42 ce matin, on regagne un petit peu de confiance mais ça reste très léger. Et du côté des ratios long-short, équilibre toujours à 70-30. Pas de changement de ce point de vue-là. Alors, on est dans une situation similaire à hier matin, en fait, sur Bitcoin, avec toujours ce scénario long qu'on privilégie pour le moment, avec pour objectif, comme je vous l'expliquais, eh bien, de venir chercher le Monday High, donc une zone où il y a majoritairement de la liquidité. C'est d'ailleurs ce qu'on avait observé lorsqu'on regardait le comportement de l'open interest des funding rates hier matin. C'est ce qu'on avait regardé et observé en lisant l'order book, et puis c'est ce que nous confirmait de toute façon les maps de liquidation à court terme. Donc pour le moment, on maintient ce biais haussier à court terme sur Bitcoin. À noter que je pense qu'après avoir touché les 26 000 dollars, on aura un mouvement baissier assez important sur cette deuxième partie de semaine. En tout cas, si aujourd'hui on atteint les 26 000 dollars. Donc en gros, le scénario à court terme, c'est un pump. Et dans un deuxième temps, c'est un dump. En tout cas, c'est ce qu'on privilégie pour le moment. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire déjà dans un premier temps sur Bitcoin. Donc pour faire un point un petit peu plus détaillé, on observe ce matin quand même une hausse assez intéressante de l'open interest. On voit que les funding rates oscillent entre du positif et du négatif. D'accord? Donc c'est assez représentatif d'une indécision sur le marché. On ne sait pas trop quelle direction on va prendre. On a des acteurs sur le marché voilà, qui sont assez indécis, qui sont dans une situation d'incertitude. Excusez-moi, j'ai mon ordi qui bouge un petit peu. Voilà. Qui sont dans une situation d'incertitude. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et dont il faut se méfier absolument. Bon, de toute façon, même si on a cette situation-là sur Bitcoin, du côté des alts, comme je vous le disais les précédents jours, on a des opportunités intéressantes, on a une volatilité qui nous permet de saisir un certain nombre d'opportunités, et on va voir ça tout de suite. Alors, du côté d'Ether, je le garde en surveillance, je le garde en observation, mais il ne m'intéresse pas plus que ça, Ethereum en ce moment, donc je le regarde pour le regarder, mais voilà, sa charte ne me paraît pas plus intéressante que ça. En tout cas, elle ne m'offre pas de setup de configuration suffisamment pertinente pour éventuellement me positionner. Par contre, du côté du Gala, donc je vous avais partagé hier matin un petit setup qui s'est totalement validé à la hausse. Et puis là, on va essayer d'aller chercher un prix d'entrée un petit peu plus bas sur le Gala. Donc comme vous le voyez, j'ai tracé un Fibo sur cette impulsion haussière. On a de la FVG à venir récupérer sur le bas de notre zone de TE. Ça nous permettra d'avoir un meilleur prix d'entrée que ce qu'on avait pu faire hier. Et donc un meilleur ratio risque-récompense, 3,84 ici. Je précise bien que ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais la position me plaît plutôt bien. Sur le Solana, on a aussi quelque chose d'intéressant avec un setup en deux temps qui pourrait nous permettre d'aller chercher des targets à la hausse. À savoir que le Solana est plutôt bullish en ce moment. Alors on avait pris certes un petit short en début de semaine, mais le Solana est pour moi dans une belle configuration haussière. On a eu des news ultra positive autour du Solana. En effet, Visa a annoncé émettre ses USDC sur Solana. Donc très très bonne nouvelle pour l'écosystème Solana et pour sa blockchain. Donc voilà pourquoi je maintiens un biais bullish pour le moment à court terme sur son token. Je suis aussi rentré ce matin en long sur le Magic que je vous avais partagé hier aussi, qui est pour moi dans une très très belle configuration en 2 heures, qui devrait nous permettre d'aller chercher ce top, cette FVG et pourquoi pas les derniers tops de fin août si tout se passe bien. Ça correspondrait aussi
plutôt bien au scénario que j'ai prévu sur Bitcoin. Je surveille aussi le AGX, cette fois-ci en 4 heures, avec potentiellement du retracement pour venir nettoyer toute cette liquidité avant d'engranger une tendance haussière pour aller chercher la buy side 4 heures qui n'a toujours pas été récupérée. Là aussi, des positions que je vous ai détaillées dans le serveur Discord si vous voulez en savoir un petit peu plus. Ensuite, du côté du XRP, alors là, on repart sur du plus court terme, sur du 15 minutes. Un XRP qui sous-performe clairement le reste du marché. On voit clairement le XRP en tendance baissière qui sous-performe Bitcoin et les autres altcoins. Donc, naturellement, on est toujours en position en short dessus. Et je ne me fais pas trop de soucis quant à la réalisation de ce trade. De toute façon, ce trade a déjà été sécurisé avec une prise de profit partiel et un SL qui a été remonté à BE. Sur le Unfi ou Unfi désormais, prise de profit partiel et SL ABE aussi réalisée ce matin, donc sécurisation de cette très belle prise de position. La patience a été le maître mot sur ce trade, comme vous le voyez, on est venu chercher une fois, 2 fois, 3 fois le haut de notre FVG sans aller chercher nos prix d'entrée. Et puis là, vous voyez comme quoi l'analyse technique, quand elle est bien faite, c'est très précis. On est venu chercher parfaitement les 50% de la FVG en 1 heure, en plein dans notre zone de TE, ce qui nous a permis de valider un super bout de double bottom pour aller chercher nos targets. Et là, on a un MSS qui s'est validé en 1 heure, donc on devrait continuer de monter en direction des 10,60 $. BLZ, tous les TP ont été touchés hier à 18 h. Et pour plus d'informations et plus de contenu sur les altcoins, encore une fois, je vous invite à aller dans le serveur Discord. Mais vous voyez, encore une fois, beaucoup d'opportunités sur le marché crypto qui n'est pas si terrible que ça. Alors oui, je suis d'accord, Bitcoin est scotché aux 26 000 $. Oui, je suis d'accord, c'est pas le marché crypto le plus passionnant qu'on ait eu de l'histoire. Mais quand j'entends des traders qui me disent « Ouais, le marché, il est nul en ce moment, nanana », parce qu'ils font des mauvaises performances, il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Oui, le marché n'est pas parfait, mais le marché nous offre quand même des choses à faire intéressantes. Donc voilà, faut arrêter de cracher entre guillemets dans le marché à dire « Ah, le marché, il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien ». Le marché, il bouge, il se passe des choses toute la journée, il y a des opportunités tout le temps. Hier, on aurait pu parler du pire, on aurait pu parler du FLM. Il y a des choses qui se passent. C'est sûr que si on ne saisit aucune opportunité, on va trouver ça ennuyant, on va trouver ça chiant et on va dire que le marché est compliqué. Mais en attendant, en creusant un petit peu et en faisant les choses correctement, eh ben, on a quand même des choses intéressantes à faire. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur cette première partie. Juste pour terminer sur la partie crypto du coup, puisqu'après on va passer sur les marchés financiers traditionnels. Je vous ai parlé de la bonne nouvelle qu'il y a eu sur Solana. Par contre, attention pour ceux qui sont sur le protocole Base, la blockchain Base qui a été arrêtée hier pendant environ 33 minutes exactement. La blockchain qui a été arrêtée, donc il n'y a pas eu de nouveaux blocs qui ont été pris en compte. Bon, attention. Attention, ça peut arriver, hein. On sait que ça arrive sur Solana. La semaine dernière, c'était arrivé sur quelle blockchain la semaine dernière? C'est arrivé sur notre blockchain, je sais plus, ça m'est sorti de l'esprit. Voilà, ça arrive de temps en temps, mais attention, ça peut être des signaux un petit peu négatifs si ça se reproduit trop régulièrement. Donc soyez prudents vis-à-vis de ça. Ça reste un écosystème qui est assez récent, d'accord? Il y a ça bulle beaucoup dessus, mais ça reste quand même récent. Donc faites attention si vous êtes exposé dessus. Mais voilà, petite information intéressante à noter. Je pense que de toute façon, Théo vous en parlera davantage dans sa vidéo de ce matin, dans son live d'ailleurs, son live qui est en train d'être effectué actuellement. Donc je vous inviterai à aller voir ça, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. On va pouvoir désormais passer du côté des marchés financiers traditionnels, comme je vous le disais en intro de vidéo. Hausse des taux, hausse du dollar, hausse du pétrole, le VIX qui repart à la hausse. On a quand même beaucoup de signaux négatifs. Les PMI de service en Europe, en Asie et aux États-Unis probablement cet après-midi qui sont proches d'une zone de contraction. Ça commence à ne pas sentir bon. La Banque Centrale Européenne qui fait face à un dilemme. Attention à ce qui va se passer. Alors, déjà la première chose, c'est que le dollar reste en tendance haussière et actuellement en train de tenter la cassure de ses précédents plus hauts pour se diriger ensuite vers les 106 points. C'est quelque chose qui pourrait être exagéré par la hausse du pétrole qu'on observe depuis plusieurs jours maintenant. Et j'ai fermé la data que je voulais vous montrer. C'est génial. Alors attendez, bougez pas, je vais vous la ressortir parce que ça m'embête. Elle était super intéressante. Il y avait un graphe vraiment super intéressant que je voulais vous partager, donc je vais vous le ressortir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on a un cours du pétrole qui remonte assez fortement. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pétrole remonte? Eh bien parce que hier après-midi, simultanément, la Russie et l'Arabie Saoudite ont déclaré, ont annoncé maintenir, prolonger la réduction de leur production pétrolière jusqu'au moins le mois de décembre, jusqu'au moins au mois de décembre. Donc forcément, ça accentue la tension
sur le pétrole américain. Et en plus de ça, vous le voyez à l'écran actuellement, on a une corrélation qui existe entre les rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis et le cours du pétrole. Et vu qu'on a un marché obligataire américain qui est ultra bullish en ce moment, et bien naturellement, ça a aussi tiré un petit peu le cours du pétrole vers le haut. C'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Donc là, ça y est, je vous ai retrouvé la data que je voulais vous partager. Donc on a un pétrole américain qui est monté jusqu'à 87 $ aujourd'hui, enfin hier. Donc on va avoir naturellement un prix à la pompe qui va augmenter, mais c'est surtout d'un point de vue inflationniste que ça pose problème. Avec un dollar aussi haussier, avec un pétrole aussi haussier, eh ben, la Fed va avoir des difficultés à maintenir l'inflation à 3% et encore plus à la ramener à 2%. Donc, cette news-là, cette data-là, va potentiellement accentuer le rebond technique de l'inflation qu'on a pu observer au mois d'août, et d'ailleurs qui pourrait se confirmer mercredi prochain, puisque je vous rappelle que mercredi prochain, on aura du coup les résultats d'inflation aux États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose de super important à prendre en compte, le fait que le pétrole américain remonte. C'est quelque chose qui va du coup peut-être mettre un petit peu de pression sur la Fed, qui va du coup se poser un peu plus la question de ce qu'elle va faire le 20 septembre prochain. Pour le moment, les estimations tablent sur une stabilisation des taux à 5,5%. Mais attention, on le voyait aussi très bien, le taux terminal de la Fed, il est monté à 5,65. Et potentiellement, si on a un pétrole qui continue de monter, si on a une inflation qui confirme son rebond à nouveau, à nouveau mercredi prochain, les taux terminaux de la Fed, ils vont sûrement continuer de monter à 5,75%. Enfin, à 5,75, ok ? Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Et donc, toutes ces données-là, naturellement, eh ben, elles vont plutôt tirer le dollar vers le haut. Elles vont plutôt tirer vers le dollar vers le haut, puisque vous le savez, une hausse des taux d'intérêt directeurs, c'est corrélé avec la hausse du dollar. Ok ? Alors cet après-midi, on va avoir déjà des réponses, cet après-midi et ce soir. Pourquoi ? Puisque cet après-midi, on va avoir les résultats des PMI de services aux États-Unis. Pour le moment, les estimations tablent sur un indice qui descendrait à 51 contre 52,3 précédemment, donc quelque chose de représentatif de la situation mondiale. Je vous en parlais hier matin, c'était le sujet de ma vidéo où je vous disais qu'on avait une contraction des PMI un petit peu partout, en Europe, en Asie, d'accord, et bientôt aux États-Unis. Le problème, c'est que tant que cet indice PMI, il va pas passer sous les 50 et qu'on va pas réellement être en phase de contraction sur les PMI de services aux États-Unis, on ne va pas avoir un reflux du dollar. Le dollar ne va pas chuter plus que ça, même si on a cette petite baisse des PMI de services. Maintenant, je vous rappelle, je vous remets à l'esprit la tendance actuelle sur les estimations depuis plusieurs semaines. On a des estimations, je vous le disais, qui sont toujours trop optimistes, qui sont toujours au-dessus des résultats publiés. Donc on pourrait, si cette tendance se confirme aujourd'hui, espérer potentiellement qu'on ait un indice PMI à 50, voire même sous les 50, et donc une contraction des PMI de service, et donc potentiellement un reflux du dollar. À savoir que ça ne sera pas la seule donnée importante à suivre aujourd'hui. On aura à 16h aussi l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui lui aussi devrait diminuer un petit peu, qui sera important à prendre en compte. Et ce soir, le Beige Book, le livre beige de la Fed, qui est un rapport économique sur les différents districts fédéraux aux États-Unis, qui nous donnera un certain nombre d'informations, bien justement, sur les prévisions, sur les estimations économiques pour les mois à venir. Et donc, on pourra avoir une lecture un petit peu plus pertinente, un petit peu plus complète de la situation actuelle, de certaines anticipations aussi des membres de la Fed. Donc, ça sera intéressant à surveiller. On en parlera, du coup, on débriefera ce livre beige de la Fed, enfin, en tout cas, le communiqué, le rapport économique, à partir de demain matin, puisqu'il sera publié ce soir à 20h. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu que cet après-midi, on allait quand même avoir un agrégat assez important pour les marchés financiers qui pourrait apporter de la volatilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet après-midi, on se retrouvera en live à 15h15 pour l'ouverture des marchés américains, donc à 15h30, et du coup, poursuivre ces différents catalyseurs macroéconomiques. A noter que à 15h30, donc ouverture des marchés américains, on a un marché à Wall Street qui est en manque de carburant. C'est faible, c'est mou, ça va pas. Il va falloir rebooster tout ça, et donc on compte un petit peu aussi sur ces différents catalyseurs pour justement remettre du carburant dans la machine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en maintenant ce biais haussier, du coup, pour revenir à ce qu'on disait à la base, en maintenant ce biais haussier du coup sur le DXY, eh bien on maintient nos scénarios plutôt baissiers sur les indices américains, sur l'or qui devrait se rediriger vers les 1908 points, c'est ce que je vous dis depuis le début de la semaine, je vous dis l'or il va revenir ici, il est en train de revenir ici, on va maintenir aussi nos biais baissiers
sur l'euro USD, et puis on va maintenir nos biais haussiers sur par exemple l'USD JPY. Ok, donc pour le moment, on reste dans nos scénarios, et auquel cas on aurait par exemple un retournement à court terme sur le DXY, eh bien on pourrait à court terme aussi du coup saisir de nouvelles opportunités, prendre des petits scalps sur certains assets, et ça pourrait être intéressant. Alors, tout en restant sur les marchés financiers traditionnels, pour revenir sur ce que je disais et la situation des PMI dans le monde, on peut noter le fait que cette contraction des PMI un petit peu partout, et notamment en Asie hier, a influé aussi sur les marchés européens. On le voit ici sur le CAC, qui s'est totalement retourné, qui est reparti dans le rouge après la publication de ses résultats. Pourquoi? Parce qu'il existe, encore une fois, cette corrélation entre l'économie chinoise et le secteur du luxe français, qui pèse énormément dans le CAC. Et donc, je répète ce que je disais ce matin aux membres VIP dans la matinale, il faut absolument que vous connaissiez, que vous maîtrisiez certaines corrélations entre les marchés. Voilà, le fait qu'il y a une corrélation entre le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis et le pétrole américain. Le fait qu'il y a une corrélation entre les taux d'intérêt directeurs américains et le cours du DXY. Le fait qu'il y ait une corrélation entre l'économie chinoise et le secteur du luxe français. Tout ça, c'est des choses très très importante à comprendre. Je vous dis pas de connaître toutes les petites corrélations entre le cours du cuivre et le franc suisse, pas du tout. Évidemment, il y en aurait des centaines à retenir. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont pour moi vraiment très très importantes et il faut que vous les maîtrisiez, il faut que vous les connaissiez parce que ça va vous permettre d'éclaircir en fait votre champ de vision. Ça va vous permettre d'avoir une lecture beaucoup plus pertinente, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus précise des marchés financiers et vous allez avoir beaucoup moins d'informations qui vont vous échapper. D'accord? Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la situation aussi des marchés financiers traditionnels. À noter que voilà, comme je vous le disais encore une fois au début de la vidéo, le fait qu'on soit actuellement, parce qu'on est en fin de cycle, que cette fin de cycle s'accompagne d'une hausse des taux, d'une hausse du dollar, parce que oui, il y a une hausse des taux. Si vous regardez les courbes des taux américains, des taux américains, c'est bullish de partout. C'est bullish de partout. Donc fin de cycle, hausse des taux, hausse du pétrole, hausse du dollar. Tout ça n'est pas bon. Tout ça ne sent pas bon. Alors, étonnamment, on a... Enfin, je ne sais pas si c'est étonnant, mais on a quand même quelques petites bonnes nouvelles. Et notamment du côté de la récession. Alors là, on a parlé inflation, etc. tout au long de cette vidéo. On a quand même une bonne nouvelle. C'est que Goldman Sachs écarte de nouveau le risque de récession aux États-Unis pour 2023. Alors, est-ce que il sera écarté aussi pour 2024? Ça, c'est la grande question. En réalité, je pense que c'est un petit peu inévitable qu'en 2024, on ait peut-être pas une récession, mais qu'on ait du ralentissement économique assez fort. On le voit de toute façon déjà aujourd'hui. Mais en tout cas, la stratégie soft landing des États-Unis fonctionne très bien pour le moment. C'est là où un petit peu, en fait, on a la bonne nouvelle. Mais par contre, c'est là où en Europe, on n'a pas cette chance. Et je terminerai cette vidéo avec ce sujet autour de la Banque Centrale Européenne qui fait face à un énorme dilemme aujourd'hui. Je vous en parlais hier matin lorsqu'on regardait le PMI composite, d'accord, qui en Europe a diminué. La Banque Centrale Européenne, elle fait face à un dilemme. Est-ce qu'elle choisit de mettre un dernier coup de massue sur l'inflation en rehaussant encore ses taux d'intérêt directeurs, mais du coup en risquant un ralentissement économique plus important? Ou est-ce qu'elle décide de préserver la situation économique qui est clairement dans le rouge aujourd'hui, mais du coup en laissant la possibilité à l'inflation de rebondir? Et donc, la Banque centrale, contrairement à la Fed, qui a un petit peu plus de marge, qui a un petit peu plus de marge de réflexion, la Banque centrale européenne n'a pas cette chance-là. Parce qu'on a des signaux économiques qui sont pas bons. L'Allemagne est en récession, on a des contractions de PMI partout en Europe, l'inflation reste haute, la France n'est clairement pas au top du top, on a une masse monétaire M2, M3 qui diminue quand même assez drastiquement en Europe, donc on a une situation assez particulière et la Banque centrale est aujourd'hui, je le répète, mais face à un gros dilemme et à un gros problème vis-à-vis de ça. Là où la Fed, pour le moment, s'en sort très bien. Alors, on peut remettre en question effectivement les chiffres de l'inflation qui ont été modifiés artificiellement, les méthodes de calcul qui ont changé, effectivement. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la Fed a ramené quand même l'inflation à 3%, que pour le moment, à court terme, ils ont évité le risque de récession. Donc, ils ont une marge d'erreur. C'est-à-dire que la Fed, eux, ils peuvent se dire, bon bah, voilà, pour s'assurer une certaine sécurité, on va rehausser les taux d'intérêt directeurs, encore une fois. Comme ça, on est sûr que l'inflation, on est à peu près bon. Et puis, de toute façon, on risque pas de récession. La Banque Centrale Européenne n'a pas ce choix-là. Elle va faire des compromis. Elle va devoir faire des compromis. Soit sacrifier un petit peu l'économie, soit laisser potentiellement de la place à l'inflation. Donc ça, c'était quelque chose dont je voulais vous parler aussi, qui est pour moi très important.
De toute façon, si certaines notions que je vous ai partagées aujourd'hui, vous ne les avez pas bien comprises, je vous invite à aller voir dans le serveur Discord. Je vous ai détaillé un petit peu tout ça. Je vous ai expliqué de manière plus approfondie avec des images, des textes, toutes ces notions pour que vous les compreniez bien. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans le serveur Discord. Bref les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Je pense avoir fait à peu près le tour de toutes les informations principales que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Lâchez un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis je vous attends dans le serveur Discord. On se retrouve donc cet après-midi à 15h15 pour le live du jour sur Twitch et sur TikTok. Ce soir, on se retrouve à 18h sur Twitch pour un podcast avec Quentin, CEO d'Harmonia Capital, pour parler trading, investissement, stratégie. Et puis voilà, je vous rappelle qu'il y a le petit concours sur Instagram auquel je vous invite à participer. On vous a préparé des petits cadeaux assez sympas pour vous souhaiter une bonne rentrée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. C'était Alex pour Blockchain Capital.